Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. J'aime pas les garçons, ça fait mal, taper. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Laura Felpin. Parfois, je pars dans des pensées où je me dis « mais si je refais ça, si je me mets comme ça, si je me tiens comme ça, alors je serai peut-être enfin celle quand on arrive dans la pièce où on se dit « qu'est-ce qu'elle est belle ?» Et je crois que c'est pour ça que je suis devenue vraiment rigolote, parce qu'en fait, j'ai existé autrement, et Dieu merci, en fait. J'adore rigoler, mais je ne vais pas souvent voir des humoristes sur scène. Le stand-up a tendance à plus m'angoisser qu'autre chose. J'en avais parlé vite fait dans l'épisode Mieux vaut en rire avec Tani, Rosa Berstein et Swan Périssé que je vous recommande de très vite écouter si ça n'est pas encore fait. Quand je suis dans la salle, dans le noir, que le rideau se lève, que les applaudissements retentissent et que je vois l'artiste entrer sur scène, je me raidis sur mon siège. Je suis tétanisée par l'empathie que je ressens pour cette personne qui a l'audace folle de s'avancer seule sur scène dans le but insensé de faire rire les gens. Mais quelle folie! Quelle prise de risque! J'anticipe la blague qui tombe à plat et la gêne infinie qui va en résulter. Je me crispe aussi, je crois, de la crainte de la blague de mauvais goût, du jeu de mots sexiste ou raciste qui risque de me faire fulminer. Pour moi, le stand-up est un sport de l'extrême. J'y assiste en serrant les fesses et en me cachant les yeux, comme quand on regarde le bobsleigh aux Jeux Olympiques d'hiver, dans un mélange de fascination et de peur que ça parte dans le décor. Heureusement, parfois, ça se dissipe vite. Dans les premières minutes du spectacle, l'humoriste me donne tous les gages qu'il ou elle sait y faire, que ça va être poilant sans être lourd, grinçant sans être cruel. Et quand la salle commence à franchement se marrer, je me relâche, et moi aussi, je finis par rire, en me disant quand même que ça fait du bien et que je devrais le faire plus souvent, de sortir voir des spectacles drôles. Généralement, quand ça se passe comme ça à la fin du show, je suis tellement pétrie de reconnaissance pour l'artiste que je lui donne une standing ovation. C'est ce que j'ai fait le soir où j'ai vu Laura Felpin sur scène dans Ça passe. Et c'est pour ça que j'ai eu très envie de l'entendre ici. Avec Laura Felpin, on a parlé d'Alsace, de Dalida et de Florence Foresti. Laura Felpin, vous êtes comédienne, humoriste, stand-upeuse et votre spectacle, Ça passe, que vous jouez depuis plus d'1 an à Paris avant de vous apprêter à le faire tourner en France, est un petit bijou. Les avis sont unanimes. D'ailleurs, c'est simple, vous faites salle comble depuis le début, c'est complet tous les soirs et vous avez fait à peu près toutes les émissions de France Inter, ce qui est un signe que la France Intello Bobo vous aime et vous valide. Bravo pour ça. Le next step, c'était la poudre. Vous y voilà. Félicitations. Laura, j'ai hâte de parcourir avec vous votre histoire de votre Alsace natale à Astérix en passant par Instagram et la télé. J'ai envie qu'on décortique ensemble le sexisme dans le milieu de l'humour et qu'on comprenne pourquoi vous me faites rire alors que d'autres pas. Ce qui passe en humour et ce qui ne passe pas. Mais avant, je voudrais qu'on parle de votre voix. Oh. Vous avez fait du doublage, de sitcoms et de documentaires et même d'émissions de télé-réalité américaines. Et aujourd'hui, en tant que comédienne, cette voix reste votre outil de travail principal. Plus que d'autres humoristes, je trouve, vous avez une faculté à incarner des émotions vocalement, à imiter des accents et des archétypes des personnages. Et je me demande si parfois, vous ne perdez pas de vue ce qu'est votre voix à vous, votre voix authentique et sans phare. Je vous avoue qu'à la fin de votre spectacle, je m'interrogeais, je savais plus très bien si j'étais en train d'entendre la voix de Laura Felpin ou d'un personnage incarné par Laura Felpin.
c'était tout mon problème dans la vie. Non, c'est vrai que c'est marrant parce que juste en s'installant là, l'ingé son est venu nous installer et je lui disais que j'aimais pas m'entendre, surtout quand je joue pas en fait. C'est vrai parce que je crois que j'ai du mal moi-même. Des fois, je m'entends, je me dis ah mais oui c'est vrai, je parle comme ça. Donc je pense que je sais pas si je perds ma voix. Je sais pas si je suis encore au point de la perdre, mais en tout cas, c'est vrai que parfois elle m'échappe quand je joue pas, quoi. Mais je me suis demandé, parce que je vous entends souvent dire ça, ma voix m'échappe, et en fait, ça m'interroge, parce qu'au contraire, vous la contrôlez énormément, votre voix, tout le temps. Sur scène, beaucoup. Et donc, on a l'impression qu'en fait, vous dites qu'elle vous échappe quand elle redevient elle-même, comme si, en fait, il fallait absolument avoir toujours un contrôle sur cette voix pour... c'est vrai qu'en tout cas, dans le spectacle, moi, je pense que je suis assez contrôlante, même sur... je l'ai découvert moi-même dans le travail, que j'avais cette problématique-là, parce que c'en est une à des endroits et parfois pas du tout, mais je pense qu'effectivement, quand je sors de ça, de tout l'endroit que je contrôle, de la scène, de la mise en scène, de l'interprétation, alors parfois m'échappe moi-même. ça m'arrive. Et c'est souvent quand je me vois dans les moments... C'est quand on se regarde sur l'écran d'iPhone et qu'on a un reflet d'un coup de nous-mêmes et qu'on dit « Oh la vache, c'est vrai, je ressemble à ça ». Moi, je pense que comme j'ai beaucoup de contrôle sur ce que je peux faire sur scène, notamment là, c'est vraiment le seul média sur lequel je suis en ce moment, et c'est vraiment que moi qui le contrôle, c'est pas comme à la télé ou ailleurs, et en réalité, effectivement, quand j'en sors, je pense que ça m'échappe un peu, ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais j'ai l'impression de faire souvent des efforts pour essayer aussi dans la vie c'est marrant, avant de partir par exemple dans des soirées ou dans des week-ends, je me dis souvent, alors essaie d'être comme ça, essaie de te contrôler, essaie d'être pas trop, essaie d'être un peu contenu, et ça m'échappe évidemment très vite, j'y arrive pas trop, mais je pense que c'est ce truc-là dont il s'agit, quoi. Ouais, complètement, et c'est comme si aussi le fait de construire des personnages était en fait une manière finalement de complètement vous débarrasser du souci de devoir être vous-même de la bonne façon, quoi. Exactement. C'est vrai, non? Ça me débarrasse du souci d'être moi, c'est vrai. Quel souci. En tout cas, je voulais vous dire merci d'être là parce que j'ai été surprise. J'ai essayé de recevoir des humoristes. Je voulais faire une saison de la poudre assez axée autour de l'humour. Et je galère à recevoir des humoristes. Je me suis rarement pris autant de fins de non-recevoir. Moi, je n'attendais que ça, Lorraine. C'est parce que vous êtes très courageuse. Mais je me suis demandé si c'était pas justement assez révélateur de ce que peut être ce métier d'humoriste. C'est-à-dire de se fabriquer des personnages. Et j'ai l'impression que les femmes que j'ai voulu recevoir avaient peut-être peur de venir se livrer à mon micro en étant juste elles-mêmes dans un truc d'intimité toute nue. C'est possible, alors je pourrais pas parler pour elle, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la peur de s'exprimer sur des sujets un peu tabous qui font peut-être un peu mouche dans le stand-up, par exemple. Mais moi, je fais pas de plateau de stand-up, je suis pas tellement confrontée à ça, donc je me sens assez libre dans mon propos, même si c'est vrai que derrière, il faut gérer aussi après tout ce que ça enclenche, quoi. Pas le harcèlement, mais quasiment le harcèlement en ligne, les méfaits. Il faut pas ni être trop féministe, ni être pas trop féministe, enfin tout ça, c'est un peu... Donc je pense que c'est peut-être un peu de la peur. Ouais. Et puis aussi, on se planque vachement derrière l'humour. Donc c'est difficile pour... moi, je me considère plutôt comédienne et humoriste, mais du coup, je pense que vraiment, quand il y a des gens qui ont des formations d'humoristes, vraiment, qui ne font que ça, qui travaillent vraiment toujours la blague, etc., et c'est vraiment un mécanisme de défense. Donc effectivement, ça doit être aussi cette question de s'échapper à soi-même et d'avoir un peu peur d'être à poil, quoi. Ouais. Puis souvent, les humoristes, est-ce que le cliché est vrai que ça masque aussi souvent, en fait, peut-être de la tristesse ou peut-être des choses... Je sais pas. Pour moi, non. Alors c'est sûr qu'il y a une grande mélancolie, mais en tout cas je veux pas prôner le fait qu'il faille être dans la souffrance pour pouvoir faire ce métier aujourd'hui, parce que ça je le crois pas trop, et je l'encourage pas d'ailleurs. Puis ça nous pousse à faire des trucs absolument absurdes après. Et avant qu'on passe à votre parcours, vous allez être bientôt à l'affiche dans Astérix. Oui. Est-ce que c'est pas extrêmement stylé d'être dans une des plus grosses superproductions françaises avec cette affiche incroyable? Bon, alors j'y suis un tout petit peu, donc vraiment j'y suis pas très longtemps. Presque je suis gênée en promo parce que je me dis oh là là, mais je vais vraiment y être pas très longtemps. Mais l'expérience était incroyable du début à la fin, puisque moi j'avais demandé aussi à visiter les endroits où ils fabriquaient les costumes. Tout m'intéressait parce que c'était vraiment des décors incroyables. Tout était en fait à Paris, c'était fou. Ça devait pas, au départ pas être tourné à Paris dans ces grands décors-là. Et donc de voir toutes les équipes, c'est vraiment des énormes productions. Et ça je savais que ce serait probablement, peut-être pas un des seuls, mais en tout cas une opportunité d'aller voir comment ça se passait dans les ateliers de chacun. Donc c'était vraiment fou. Vraiment. C'est un objectif atteint? C'est une petite... en fait, je l'avais même pas imaginé. Donc je peux même pas dire que c'est un objectif atteint, c'est un truc qui est arrivé, j'ai dit
Totalement, quoi. C'était un peu lunaire. C'est Marion Cotillard qui a parlé de moi à Guillaume, qui lui a parlé à mon agent. Enfin, tout était lunaire en l'espèce de... On m'a appelé à 10h, à 11h, je savais que je le faisais, donc c'était fou, ouais. Ouais, bravo, Ouais. c'est vraiment Merci. chouette. Je pense que c'est que le début, à mon avis. Merci. Ce qui va se passer pour vous au ciné. Laura Felpin, vous avez grandi à Mulhouse ou à côté de Mulhouse. C'était comment de grandir C'était super. Moi, j'ai un amour pour les villes de manière générale. J'ai pleuré quand Angèle a sorti sa chanson Bruxelles, je t'aime. C'est fou parce que c'est pas du tout une chanson. Oui, mais cette chanson me fait pleurer aussi. Ouais, moi, je la trouve je la trouve touchante parce qu'elle me rappelle, moi, mon rapport à Mulhouse qui est... j'adore ma ville, quoi. J'adore ma région, j'adore ma ville. C'est une ville qui est un peu coincée entre... C'est Alex Lutz qui dit que Mulhouse, c'est une promesse oubliée parce que c'est une ville à la fois où il y a eu beaucoup d'espérance parce qu'il y a eu, il y a eu des grandes entreprises, des grandes usines dans lesquelles il y avait beaucoup il y avait les mines de potasse, tout ça. Donc il y a eu énormément de comment on peut dire, de grabuge à l'époque. Il y avait c'était un centre, quoi, où tout le monde vraiment travaillait, etc. Et tout s'est arrêté. Des grandes usines comme Peugeot ont fermé, donc il y a eu une espèce de misère sociale qui est arrivée derrière, et tout ça a été une espèce de grande mixité. Et donc Mulhouse, c'est une ville qui est frontalière avec la Suisse, qui plus est Bâle, donc des villes très riches. Donc tout ça Mulhouse est vraiment l'endroit des frontaliers, des fils et filles d'immigrés qui sont arrivés et qui savent pas trop pourquoi ils sont là. Et donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Enfin, c'était vraiment une ville où j'ai tout le temps été stimulée avec plein de cultures, plein de religions différentes. Donc je me sens hyper riche de ma ville. Je le voyais pas comme ça plus jeune. Je me suis jamais ennuyée, hein, j'avais toujours plein de potes et tout. Il n'y a pas eu ce désir de quitter à tout prix Pas du tout. Non. Non, quand j'y retourne, je me dis parfois, oui, j'y vivrai peut-être pas tout le temps, mais par contre, c'est quand je suis arrivée à Paris que j'ai compris que c'était pour les gens une ville de merde. Ça, je l'avais pas du tout intégré. On me disait, tu viens de Mulhouse. Et je me disais, bon, enfin, quelle est cette manière si désagréable d'imaginer Mulhouse. Et pour les gens, c'est c'est la misère, quoi. Pour les gens, c'est le gris, quoi. C'est marrant. Ouais, vraiment. Et vous êtes devenue une vraie star en Alsace, alors, du coup. Parce que vous avez c'est ce que j'aime à raconter. Moi, j'ai vécu en Alsace. Je suis très attachée à cette région aussi. J'ai fait mes études à Strasbourg. Ah, quelle belle ville aussi. Et j'ai travaillé à la foire au vin de Colmar. J'ai fait des salons à Mulhouse et tout, donc j'adore. Et je trouve que vous avez une façon de parler de l'Alsace qui est effectivement salutaire, parce que c'est vrai qu'il y a ce petit mépris pour cette région de France qui est pourtant si belle, si ensoleillée en plus. Il y a plus de soleil en Alsace qu'à Paris. Complètement. Qui est belle et puis qui est franchement belle à plein d'endroits, quoi. Et l'Alsace, vous êtes très reconnaissante, je vous ai entendu le raconter. En tout cas, je pense que j'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé de la fierté d'être alsacienne, et ce qui est pas trop le cas. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui en ont parlé, je pense. Hein, si je réfléchis comme ça, j'ai pas trop de... Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, ils sont reconnaissants. Après, quand je rentre... C'est toujours un peu particulier parce que moi je me raconte que je suis une star. En réalité, c'est l'endroit où je suis le moins star, je pense, de France, parce que les gens me connaissent. Au contraire, avec eux, donc voilà, c'est ils vous très tapent cool. dans le dos. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu ma petite fierté quand il y a un élu de la mairie qui me reconnaît, ou quand il se passe un petit truc en Alsace. Ça, j'avoue que je suis contente. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'Alsace. C'est une trop belle région. Trop belle région. Je suis assez estomaquée quand je vous entends parler de votre mère. Qui était clown et qui vous a inspiré votre personnage iconique, un de vos personnages iconiques, Annick, la circassienne. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Annick, elle anime des stages de Diabolo dans les Cévennes, elle porte un sarouel, des dreads. Elle dirait quoi d'ailleurs dans la poudre, Annick, si on devait la convoquer un instant? C'est trop cool, Lorraine, on est super contente d'être là. Et je trouve qu'il y a un mélange en fait, donc vous avez dit que c'était votre maman qui l'avait inspiré, qu'il y a un mélange en fait de tendresse et un peu de cruauté quand même, quand vous parlez d'elle et de ce personnage. Alors c'est marrant parce que Annick n'est pas exactement ma mère. Ma mère est beaucoup plus discrète, et la pauvre, je lui fais une mauvaise presse parce qu'elle est vraiment plus... elle est beaucoup moins joyeuse comme ça, assumée, qu'Annick, un peu énervante. Ma mère est plutôt assez mignonne dans son coin, mais j'ai baigné dans ce milieu-là. C'est-à-dire que ma mère, entre les stages clown, les stages AFDAS, tous les trucs d'intermittent du spectacle, et en plus de circassien, vraiment. Donc le cirque, c'est vraiment une vraie aventure, et c'est vraiment un milieu, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment un milieu. Et donc, c'était un mélange de ça. Alors, à la fois... Quand j'ai commencé à faire Annick, en fait, Annick, au départ, c'était un personnage que je faisais sur les réseaux sociaux qui s'appelle Raphaël le Cirque-en-Ciel. Et ça me faisait beaucoup rire puisque ça m'est venu comme ça parce que je voyais les fringues de ma mère qu'elle avait mis un peu de côté, et je lui ai demandé si je pouvais emprunter ses fringues. Et elle ne voyait pas du tout elle comprenait pas pourquoi c'était marrant. Le ressort comique, en fait. Oui, elle me disait, j'adore ces chaussures et tout, ces petites chaussures d'elfe, là. Donc, elle était
ça la fait pas fondamentalement rire en fait. Mais Annick, c'est quand même un mélange de tous ces babos que j'ai croisés dans mon enfance, qui sont hyper bancales à des endroits, qui ont été à la fois super ouverts, un peu post-génération 68 art, qui ont fait un peu n'importe quoi à plein d'endroits et tout. Donc j'ai beaucoup de tendresse et en même temps, ils sont tellement bancals. Enfin, j'en ai vu des tellement fous et tellement fucked up qu'il y a un peu ce mélange-là dans Annick, quoi. C'est-à-dire qu'elle est à la fois sympa et un peu énervante, quoi. Et c'est ce que ces gens-là me faisaient vivre comme émotion quand j'étais plus jeune, quoi. Et pour en revenir à votre maman, elle vous a transmis quoi, du coup, cette maman clown? Eh ben, déjà, elle m'a beaucoup emmené voir des spectacles. Elle a été beaucoup... c'est vrai qu'on avait un accès à la culture, ça je m'en suis rendu compte que plus tard, mais qui était énorme, parce qu'on était quand même dans une région où il y a quand même... Ça bouge quand même assez culturellement en Alsace, mais il fallait quand même aller trouver les trucs. Donc elle nous a fait voir beaucoup de spectacles, on a été vraiment biberonnés à ça. Et on a beaucoup traîné dans les cirques, on a beaucoup traîné avec tous ces gens de ce milieu-là. Et elle était... en fait, ma mère, elle a eu un parcours un peu étrange parce qu'elle a d'abord travaillé pour son papa. Elle était un peu fille d'héritière, pas trop à savoir quoi faire, avec un projet qui était un peu flou. Et donc, elle a fait beaucoup de céramique. Et il se trouve qu'elle était extrêmement douée en céramique. C'était une artiste assez... elle se découvrait, quoi. Et en fait, un jour, elle a rencontré mon beau-père qui était clown et elle a dit je veux faire ça. Et donc, ils sont partis ensemble en tournée avec un spectacle. C'est devenu le clown Rosa. Et donc là, j'ai vu ma mère, mais très tard, quoi. C'est-à-dire qu'elle devait avoir 45 ans. Ah, génial. Donc, j'étais au lycée, quoi. Donc c'était en fait le métier de son émancipation, Exactement. De son père, de Exactement. votre père aussi, j'imagine un peu. Exactement. C'était son indépendance, quoi. C'était son indépendance. Waouh. Et c'était fou parce que dans ma famille, on n'est pas clown. Enfin, mais ses parents étaient pas très... Ma mère, elle a quand même un frère qui est chercheur au CNRS. Enfin, c'est quand même des grosses têtes. Donc clown, c'était tout sauf envisageable, quoi. Puisqu'elle faisait même pas, on pourrait dire clown quand on parle des comédiens, des artistes, des saltimbanques, comme on les appelle. Mais en fait, vraiment, là, c'est vraiment du vrai clown, quoi. Donc c'était très inspirant de la voir faire ça. Même si j'étais très gênée de la voir sur scène, j'aimais pas beaucoup voir ma mère sur scène. Ouais, surtout quand ça arrive ado un peu tard. J'aimais pas. J'aimais pas la voir sur scène, j'aimais pas la voir jouer, quoi. Mais elle m'a beaucoup. Enfin, en tout cas, au-delà du fait de m'inspirer, elle m'a donné la possibilité. Je suis arrivée à Paris, c'est elle qui m'a payé mes écoles de théâtre, qui a payé mon loyer. Donc j'aurais jamais fait ça si elle avait pas été là. J'aurais jamais pu, quoi. Ouais. Et elle lui a toujours cru. C'était pas une option. Elle a toujours nourri le fait que elle serait avec moi quoi qu'il arrive, quoi. Donc ça, c'était quand même un confort exceptionnel, quoi. C'est pas dans toutes les familles effectivement que cette liberté, ce champ des possibles ouvert dès le départ. Non, moi j'ai pas eu à bosser. J'aurais fait du service ou j'aurais été serveuse pour payer mes études et tout. Je pense que j'aurais pas fait ce métier. Vraiment, fondamentalement, j'aurais pas été dans ces milieux-là et j'aurais pas continué. Et donc pour ça, je lui dois tout, ça c'est sûr. C'est vraiment. trop bien. Ouais. Elle est trop forte. Et il y a aussi deux autres figures de femmes qui font une incursion à la fin de votre spectacle. Vraiment un moment où votre spectacle bascule dans un côté très, très émotionnel, où la présence... Moi, j'ai senti vraiment l'esprit de vos grands-mères dans ce passage de votre spectacle. Donc, vous avez deux grands-mères, l'une italienne, l'autre vietnamienne. Ouais. Donc, en fait, on réalise en vous écoutant, et c'est pas forcément quelque chose dont j'avais conscience aussi en connaissant votre travail, que vous êtes le fruit d'un métissage culturel important, dont j'ai l'impression que vous commencez à peine à vous saisir. Vos racines vietnamiennes, vous en parlez en fait assez rarement, mais on sent que ça vous titille un peu. Parce qu'on m'en a jamais parlé, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, il se trouve que donc je suis carteronne. C'est-à-dire que mon père, enfin si je dis pas de bêtises, son père était français et sa mère était vietnamienne. Mais ma grand-mère, qui vient d'Ho Chi Minh, en fait, est arrivée en France et n'en a plus jamais reparlé. Et elle a quand même eu 8 enfants, pardon. Et c'est eux, la première génération d'immigrés qui arrivent, enfin, la première génération post-immigration de leur mère qui arrive en France et dont l'obsession, c'est de s'intégrer et de ne pas parler ni vietnamien, ni de parler de ça. Donc, on m'en a très peu parlé. Donc, moi, il se trouve que j'ai quand même un peu l'héritage du visage de ma grand-mère, ce qui n'est pas le cas de mes cousins et cousines. Et donc, on me demande souvent si j'ai des origines asiatiques, tout ça, et j'ai souvent été ramenée à ça. Donc, j'ai commencé à questionner un peu ça.
Et là, je suis en train d'ouvrir des portes qui sont incroyables. Je pense que ce sera mes prochains sujets préférés, mais je me rends compte que j'ai une grand-mère en fait qui est partie je pensais que c'était une boat people, pas du tout. Elle est partie un peu avant les boat people. Elle a suivi mon grand-père avec cette espèce de grande histoire d'amour qu'ils ont vécue. Et en fait, elle est plus jamais retournée dans son pays natal. Et elle a perdu toute sa famille pendant la guerre du Vietnam. Donc en fait, je me demande d'un coup, mais qu'est-ce qu'on porte ? Qu'est-ce que nous on porte ? Qu'est-ce qu'on s'est pas dit ? Pourquoi c'est si difficile pour mes parents d'en parler ? Enfin, pour mon père et pour ses sœurs, c'est un tabou monstrueux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de parler de ma grand-mère dans le spectacle, j'avais qu'une peur, c'était que mes tantes me parlent plus parce que j'en parlais en fait. Alors que j'avais le droit de parler de ma grand-mère, de comment moi je l'avais perçue enfant, etc. Et donc j'ouvre des portes en ce moment qui sont folles, quoi, puisque je me rends compte que ma grand-mère avait aussi 8 frères et sœurs au Vietnam. Donc où sont-ils ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, c'est des choses que je ne sais pas. Et là, je commence à ouvrir des portes et je trouve ça fou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que d'être dans un exil comme ça, en fait, à son âge, à 20 ans, quoi. Ouais. Là, moi, j'en ai 33, 32. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est de plus jamais revoir sa famille ? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Et donc, en ce moment, je m'intéresse vachement à ça. C'est fou, ça repose souvent sur les épaules, en fait, des petits-enfants, de venir réparer les traumatismes d'une guerre. Ouais. Mais moi, je suis assez apaisée avec ça parce que je pense qu'on a des missions dans la vie et moi j'ai l'impression que ça fait partie d'une des miennes, d'ouvrir certaines portes. Autant j'ai des sœurs de mon père qui sont pas trop intéressées et elles sont ok avec l'histoire de leur mère et ça leur va la version qu'elles ont en France et je pense que c'est trop douloureux pour elles d'ouvrir ces portes et je les respecte totalement. D'autres tantes qui commencent à me dire regarde, je te laisse ouvrir tel carnet ou telle chose et mon père qui me laisse naviguer par exemple en disant ouais bon on verra ce qu'on trouve et tout, mais qui je pense dans le fond ça titille quelque chose en lui quand même, et des cousins cousines dont la plupart c'est pas leur histoire ou ils ont pas envie de savoir, ou d'autres qui sont intéressés mais ça me dérange pas de prendre ce rôle là d'y aller quoi. Ouais, ça me va. Elle a l'air incroyable en plus cette grand-mère, donc elle a laissé avant sa mort une cassette, un enregistrement de sa voix qui dure quoi, 2 heures, c'est ça? Vraiment, 2 heures, mais c'est magnifique parce qu'en plus quand vous décrivez cette vie entière de silence, d'avoir vraiment complètement tué son passé, sa famille, tout ce qu'elle avait pu traverser comme traumatisme, et juste avant de mourir genre tenez, écoutez-moi pendant 2 heures. C'est fou. C'est fou parce incroyable. que mon père m'envoie ça un dimanche sur WhatsApp. Donc il m'envoie un extrait. Donc déjà, merci papa de me prévenir. Trigger warning. Je n'avais pas entendu ma grand-mère. Donc incroyable. J'étais en train de faire à manger, j'entends ça et je me dis attends, mais qu'est-ce que c'est la voix de ma grand-mère? Donc la voix de ma grand-mère, je peux pas la mettre beaucoup dans le spectacle parce que ma grand-mère avait un très très fort accent et que déjà il y a quelque chose qui se fait quand j'entends cet enregistrement, c'est que je me rends compte à quel point toute ma jeunesse j'ai traduit parce que c'était très très dur de la comprendre. Donc j'ai beaucoup traduit, j'ai beaucoup essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire parce qu'elle parlait pas très bien français mais elle parlait plus vietnamien. Et donc, j'entends tout ce qu'elle dit. Donc déjà, mon cerveau se recable sur le réseau de ma grand-mère. Je redécouvre tout ce qu'elle dit. Et elle dit beaucoup de choses, notamment qu'elle est apaisée avec la mort. Ma grand-mère, elle a un héritage bouddhiste, mais elle s'est aussi convertie au catholicisme après, au Vietnam, où il y a eu toutes ces guerres, il y a eu toutes ces problématiques de religion. Et donc, elle était portée par une grande spiritualité. Et donc, elle voulait à la fois qu'on s'habille en blanc pour l'enterrer, que ce soit nous qui préparions le corps, qu'on fasse une grande fête. Il y avait énormément de choses qui étaient laissées sur sa mort. Et rien n'a été respecté. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est très étrange. C'est pas comme ça que s'est passé l'enterrement du tout, quoi. Il s'est passé dans les tristesses, dans les larmes, parce que, bon, comme tout enterrement, mais parce qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de ma grand-mère, elle a recréé un noyau en France. Et quand elle est morte, elle a laissé des orphelins. C'était pas des adultes qui perdaient leur maman, c'était des orphelins de 5 ans, en fait. Donc, on a vu nos parents, tous cousins, cousines, se dire, mais enfin, c'est comme s'ils s'y attendaient pas de perdre une maman alors qu'elle était très malade. J'ai appris qu'elle avait décidé de pas se soigner, qu'elle avait décidé de pas faire de chimio. Enfin, j'ai appris plein de choses, quoi, dans cette cassette. Et j'ai trouvé ça fou que la réalité n'ait pas été ce qu'elle avait demandé. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est pas du tout pour leur reprocher ça que je dis ça, mais du coup je me suis dit ah oui, en fait peut-être que je crois qu'elle ne disait rien mais qu'elle disait beaucoup et qu'on l'entendait pas ou qu'on voulait pas l'entendre en fait. Wow. Ça, je me suis beaucoup posé la question. Est-ce qu'elle a beaucoup parlé à leurs enfants quand même du Vietnam et ils n'ont pas voulu entendre Et en fait, j'ai appris qu'elle est arrivée en France et qu'elle a été un peu tue par la famille de mon grand-père qui était en fait raciste. Donc, quand ils ont vu une jeune Asiatique arriver, ils ont dit elle ne fera pas partie de la famille. Donc, par exemple, j'ai jamais eu accès à l'autre côté de la famille, à la famille du côté de mon grand-père non plus, quoi. Donc, c'est que des histoires comme ça là que je découvre, quoi. Qu'elle arrive en France sans manteau. Parce qu'il n'y a pas de manteau au Vietnam, il fait pas froid. Et que l'hôtesse de l'air lui donne son manteau. Et que donc les premières photos que je vois de ma grand-mère, c'est des photos avec une... Je dis, mais elle est hôtesse de l'air, bah ouais. On me dit, non, pas du tout. Mais en fait, comme elle avait froid, l'hôtesse de l'air lui a donné son... Enfin, des trucs qui me paraissent fous aujourd'hui, quoi.
Et puis c'est une jeune femme quand je la vois sur les photos. Là, j'arrive à avoir accès aux photos, c'est fou ce que je vois. Donc ça va nourrir toute la suite de votre écriture, de votre travail. Je pense, oui. Il y a une autre figure de femme qui est importante dans votre spectacle, qui termine le spectacle, c'est Dalida. Oui. Voilà, vous terminez sur playback hyper surprenant de Dalida. Et en fait, je vous ai entendu expliquer que c'était une femme qui vous avait réconcilié avec cette coquetterie dans l'œil que vous avez, ce strabisme, si on veut parler de façon plus scientifique, qui vous a dit que c'était possible de devenir une star, d'être aimée, alors qu'on a cette caractéristique oculaire qui était la vôtre quand vous étiez petite. Ça vous a aidé, même petite, d'avoir Dalida? Alors, je m'en suis rendu compte que plus tard, mais c'est très marrant parce que quand je suis arrivée à Paris, j'étais jeune fille au père et à un moment donné, j'emmenais un des garçons que je gardais chez l'ophtalmo. Et moi, j'ai fait, chez l'orthoptiste, pardon, et j'ai dû faire 14 ans de rééducation d'orthopsie, donc c'était vraiment tous mes mercredis, c'était chez l'orthoptiste, ça essayait de foutre le perroquet dans la cage et ça rentrait jamais, quoi. Et donc j'ai une très très grosse et une lourde rééducation parce que j'avais un très très lourd strabisme, j'ai été opérée très jeune, tout ça, et donc c'est des trucs que j'ai dû intégrer sans même m'en rendre compte, mais je vais accompagner cet enfant chez l'orthoptiste comme s'il allait passer un examen et je voulais vraiment qu'il y réussisse alors que ça n'avait pas de sens. Et à un moment donné, l'orthoptiste me voit et me dit, vous avez fait de la rééducation et je vois que vous avez un strabisme, quoi. Donc elle me dit, mais c'est pas parce que vous louchez, c'est parce que je sens vos réflexes. Quand on a un strabisme, on a un œil qui dirige plus que l'autre. Enfin, on a un œil directeur, on n'a pas de vision binoculaire, donc c'est-à-dire qu'on travaille pas avec les deux yeux en même temps. Donc c'est tout un projet. Et du coup, elle me dit, si vous voulez, je peux vous filer les coordonnées d'un médecin qui recorrige, qui finit les opérations, parce que moi, étant opérée très jeune, la technologie n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, on m'a reproposé une opération en me disant on peut vraiment effacer complètement ce strabisme. Strabisme, c'est un truc de muscle en fait, il y a un muscle qui est plus long qu'un autre. Donc on peut recouper ce muscle et il peut être exactement à la même taille que l'autre. Et elle me dit, et c'est un super médecin, il s'appelle Dr Charlot et c'est lui qui avait opéré Dalida. Et il va bientôt prendre sa retraite. Oh my God, et là, je me dis, c'est extraordinaire qu'elle me dise ça, parce que moi, j'ai quand même une passion pour Dalida à l'époque. Et en fait, c'est là que je fais le lien. Et que je me dis, mais bien sûr, en fait, bien sûr que petite, j'ai même pas dû faire le lien comme ça consciemment, mais bien sûr que je voyais en fait une nana qui louchait à la télé, que j'étais hyper fan d'elle. Parce que je me disais, trop stylée, elle réussit. J'avais pas conscientisé que ce serait un handicap tout de suite. Mais en tout cas, elle m'a ouvert la voie et je me suis dit, génial, on peut loucher et être à la télé et être super, quoi. Donc ça, c'était vraiment ma grande passion. Et aussi, c'est venu parce que j'avais pas beaucoup de CD. Enfin, mon père avait très peu de CD. On avait très peu de CD dans notre chambre et c'était un des CD qu'on adorait faire jouer avec ma sœur, quoi, parce qu'on jouait dessus, vraiment, on adorait. Il y a plein de passages parlés dans le CD, donc on était trop fans, quoi. C'était génial. Est-ce que ça a déterminé le métier que vous faites aujourd'hui, vous pensez, ce strabisme et cette correction dans l'enfance? Oui, c'est sûr. Parce que c'est sûr, parce qu'en fait, quand on se sent pas belle, on n'a pas d'autre choix que d'exister autrement, sachant que la société nous dit quand même que c'est principalement par ça qu'on existe. Et alors moi, j'étais fascinée en plus par les filles très très jolies. Je me suis toujours rêvée, et je me rêve encore parfois aujourd'hui. Je me dis, parfois je pars dans des pensées où je me dis, mais si je refais ça, si je me mets comme ça, si je me tiens comme ça, alors je serais peut-être enfin celle, quand on arrive dans la pièce où on se dit qu'est-ce qu'elle est belle. Et je crois que c'est pour ça que je suis devenue vraiment rigolote, parce qu'en fait j'ai existé autrement, et Dieu merci en fait, parce que là je me rends compte que ça passe vite et que l'humour ça reste. Ça doit être dramatique de vieillir quand on est très belle, ça doit être quelque chose en fait. Je ne suis pas concernée en tout cas. Après c'est aussi ce qu'on construit de la beauté, parce que exactement, mais en tout cas de ce qu'on nous a dit. Bien sûr. Mais c'est dramatique dans le sens où tout ce qu'on moi je vois, j'ai des copines qui sont très 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 belles et je sens que ça va être un vrai problème, quoi. Ouais. Ça va être un vrai truc. Donc non, j'ai évidemment développé ça parce qu'il fallait que j'existe autrement, c'était sûr. Puis vous parlez aussi de l'adolescence dans le spectacle. Enfin, on a quelques années d'écart, mais moi je me suis reconnue aussi dans ce que vous racontiez. Enfin, l'agenda bourré de petits mots, des copains, et les collages et les machins, et cette espèce d'obsession qu'on peut avoir pour l'hétérosexualité en réalité, quoi, pour le fait de plaire aux hommes à tout prix, qui vient très 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 jeune, quoi. Très jeune et très longtemps. Moi j'ai mis beaucoup de temps à... J'ai été très longtemps dans une relation hétérosexuelle, moi, et enfin d'ailleurs j'ai pas commencé par l'hétérosexualité, moi. J'ai commencé par être avec une fille au lycée, tout de suite après mon lycée, pendant quelques années. Je l'ai jamais dit ça, mais j'ai longtemps été avec une fille. Petit scoop pour la peau. Ouais, j'ai longtemps été avec une fille, et donc j'ai découvert d'abord moi les plaisirs charnels avec une femme, par exemple. Donc ensuite je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un homme, je suis restée très très longtemps avec lui, et pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai longtemps compris que j'étais obsédée par ça, quoi.
quoi. Plaire aux hommes. Ah ouais, c'est encore une obsession et je l'écris beaucoup pour m'en libérer parce que je ne sais pas pourquoi, même en ayant été avec des filles, j'ai moins besoin de me faire valider par des filles que par des hommes. Ouais. Donc je déconstruis vachement ça et je suis perdue un peu dans ce féminisme. Nous, là, jeunes femmes, on a accès à plein de podcasts, on a accès à plein de livres. Moi, je me calme un peu parce que je suis méga fâchée. Du coup, je suis genre, j'écoute des pentes et je me dis, mais bien sûr, on va faire du lesbianisme politique. En plus, c'est génial, on jouit dans la fin de l'histoire. Mais vraiment, je suis fâchée pour plein de choses et en même temps, je suis fâchée contre moi parce que je me dis, bah ouais, tu pourrais faire ça, mais en même temps, là, tu peux pas nier que tu as envie de plaire à ce mec dans cette pièce et que bizarrement, c'est celui qui te calcule pas en plus. Donc là, il va falloir un peu déconstruire tout ça, quoi. Donc c'est un vrai chantier quand même, ce truc-là. Ouais, mais ça fait du bien de pouvoir le dire. Enfin, moi, ça m'a fait du bien à moi-même de pouvoir me dire, oui, bon, en fait, t'as un problème avec les mecs, quoi. Là, il va falloir vraiment t'y atteler, quoi. Parce que c'est dur de faire face à ses propres contradictions, je trouve, vraiment. Mais déjà, le geste, j'en parlais dans l'épisode que j'ai fait avec Rosa Berstein, Tani et Swan Périssé. Le simple fait, en tant que femme, d'aller sur une scène, déjà parler, déjà juste parler, déjà se mettre sur une scène avec un micro à la main, genre bonjour, je vais parler pendant 2 heures et vous allez m'écouter. C'est déjà l'inverse de la féminité attendue par la société. Faire de l'esprit, vouloir faire rire, faire le pitre, faire le clown, c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, c'est des mots qui sont très difficiles à mettre au féminin, je viens de réaliser. Une pitre, une clown, ça passe moins bien. C'est déjà, en fait, prendre aussi vachement le contre-pied de ce qui est attendu en tant que femme, c'est-à-dire être discrète, souriante et rire aux blagues des hommes. Vous avez déjà fait une énorme partie du travail, en réalité. Bah, c'est vrai que c'est pas un milieu facile. Moi, j'ai un tout petit peu commencé par les plateaux et j'ai compris que c'était pas du tout l'endroit où j'avais envie d'être. Donc les plateaux, c'est le stand-up où on se succède. C'était, alors d'une part dans la forme, c'était parce que moi me faisait le plus rêver, mais aussi après parce que je me rendais bien vite compte que j'étais la seule fille de la soirée ou que c'était compliqué de programmer des filles alors qu'en fait il y en a 70 000. Tout était un peu. C'est vrai qu'on a. Moi, j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir le succès de certains hommes. J'ai du succès, là, en ce moment, dans ce que je suis en train de faire, mais je trouve que y a très peu de phénomènes, en fait. Aujourd'hui, on a Angèle, qui est un phénomène, par exemple, mais c'est dur d'être Paul Mirabel, quoi. Que j'aime d'amour, hein, et à qui je le dis souvent. D'ailleurs, je suis méga contente d'avoir réussi à déconstruire la jalousie avec les filles, qui était un de mes gros travaux, moi, personnellement, de l'année où on a eu le Covid et où ça a explosé sur les réseaux sociaux. Et j'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs, je me suis pas mal fait insulter pour ça, mais moi, quand j'ai vu des copines à moi, des comparses, faire des vidéos et prendre plein d'abonnés, je me disais merde, mais en fait, c'est le seul endroit où d'un coup on peut exister, donc il va falloir que j'existe très fort. Et il y avait cette espèce de compétition, et moi, je comprenais pas pourquoi je me sentais en compétition avec mes copines, en fait. Donc je leur en ai parlé en leur disant c'est horrible, en fait, parce que je suis jalouse. Je suis évidemment contente si vous arrive quoi que ce soit, mais en fait, je suis jalouse, et c'est vrai, quoi. Et j'ai vachement lu à ce propos, notamment sur, oui, en fait, ça vient de tellement loin, quoi. On est tellement obligé de faire des bons mariages, on est tellement obligé d'être la meilleure épouse, on est tellement obligé d'être la plus sympa, et la catin, et en même temps la bonne mère de famille. Enfin, tout ça est tellement intériorisé en nous que je me suis forcée depuis des années à dire, à chaque fois que je ne peux pas faire quelque chose, à chaque fois que j'entends parler d'un projet, je donne des noms. Et des fois, je donne les noms de celles qui me font le plus peur, parce que je me dis, c'est que un méga bon karma. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, c'est super entre moi et les nanas qui me faisaient peur. J'ai que des bons retours. Justement, Rosa, c'est une des nanas que j'ai beaucoup citée au début parce que je voulais beaucoup qu'on la voie et parce que elle faisait partie du début de mon travail et tout. Vraiment, je m'efforce de le faire. Et je me dis qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver tout en haut et se créer les succès qu'on va se créer. Ça, c'est super. C'est hyper important. Et donc, je suis super contente d'être jalouse de Paul Mirabel. Parce que je lui dis tout le temps, je suis contente que ce soit toi. Parce que c'est un mec et que du coup, peut-être que je m'autorise dans le fond à me dire, je pourrais avoir ce succès-là. Ouais. Après, il y a des figures de femmes donc immenses comme Florence Foresti ou Muriel Robin, qui étaient quand même des grands noms de l'humour, mais elles sont très très rares. C'est la Schtroumpfette, quoi. Elles sont rares. Syndrome éternel, il y a la place pour une femme et pas deux, quoi. Et c'est presque un peu addictif parce qu'on a presque envie d'être cette femme-là. Et ouais. On n'a presque pas envie d'être 25. Ouais. L'histoire est trop belle. Alors que c'est dur, je pense, super d'être cette femme-là. C'est méga dur. Ça doit être une grosse galère de Florence Foresti. Ouais. Qui a pas voulu venir dans la poudre alors que je la voudrais tellement. Laura. Florence, il faut la c'est un grand convaincre. sujet. Moi, j'ai des grandes discussions avec Florence sur le féminisme. Franchement, j'aimerais trop qu'elle vienne. Et c'est méga intéressant parce que, franchement, le point de vue d'une femme de son âge sur elle, ce à quoi elle a été biberonnée, et nous, aujourd'hui, ce à quoi on a accès, il est tellement essentiel, il est tellement important. Laura Felpin, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ?
Oula, c'est marrant ça, je sais pas du tout répondre à cette question. Je sais pas du tout. Oui, je suis née femme, je me reconnais dans le genre féminin, ça c'est sûr, mais c'est difficile pour moi de définir le genre féminin, quoi. Franchement, les trucs qui me viennent sont un peu bateaux, dire oui, j'aime bien être coquette, j'aime bien être si, mais pour moi c'est pas ça être une femme. Je sens bien que je suis un peu entre les deux. Je sens bien qu'en tout cas je suis un peu bruyante comme femme, pour les hommes. Je suis un peu entre les deux, quoi. J'adore cette phrase. D'ailleurs, en parlant de bruit, de faire du bruit, en parlant de voix, votre première expérience de travail, c'était le doublage. Oui. Et c'est vrai que, vraiment, depuis que vous m'avez dit ça, dans votre voix, j'entends vraiment la voix typique de certains documentaires ou de certains doublages de séries. Et je vous ai entendu dire que c'était un milieu extrêmement sexiste. Pourquoi ? Ah oui, maintenant j'y bosserai plus, je pense que j'y bosserai plus, donc je peux ouvrir les vannes. Mais ouais. Oui, moi j'ai eu des expériences très traumatisantes dans le doublage. Où j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, j'ai mis longtemps, notamment avec un directeur de plateau artistique qui a créé une sorte de complicité, mais qui en fait était ce qu'on appelle clairement un abus de pouvoir. Voilà, il avait une position très forte, et du coup j'ai mis longtemps à comprendre qu'en réalité j'avais l'impression d'avoir joué un jeu pour travailler, et en fait c'était de la manipulation, et ça c'est beaucoup. Et puis après, alors il y a ceux qui sont très ouverts, il y a des DA qui sont, pour le dire très crûment, très cul, mais eux on leur reproche pas parce qu'au moins c'est frontal, quoi. Donc en fait c'est ou l'horreur ou l'horreur. Il y avait pas de choix. Ouais. J'ai malheureusement pas beaucoup travaillé avec des femmes, et je sais qu'il y a énormément de femmes avec qui j'ai envie de travailler dans le doublage. Dorothée Pousseau, des femmes qui sont hyper fortes, qui sont aujourd'hui des figures du doublage, qui arrivent là de plus en plus. Ça commence à se féminiser vraiment sur les plateaux, et c'est hyper mal reçu quand je dis ça, parce que je pense que c'est vrai, le doublage est un milieu qui est accessible. Il y a beaucoup de jeunes comédiens qui peuvent aujourd'hui aller toquer à la porte des studios pour assister, mais sous prétexte de ça, on n'a rien le droit de dire. Alors qu'en réalité, les comportements dans les studios sont vraiment... C'est particulier, un studio de doublage, hein. C'est feutré. Là, on est dans un studio où il y a de la lumière, mais quand on double, on est dans le noir, puisque... On regarde le film. Ouais. Donc en fait, on est dans un endroit qui est feutré, on est dans un endroit qui est une sorte d'intimité, il y a des choses qui se disent, il n'y a pas l'extérieur, c'est comme une sorte de petit bunker dans lequel il peut se passer plein de choses, en fait. Wow. C'est vraiment très étrange comme endroit. Alors, j'ai pas été agressée sexuellement, mais je me rappelle que la première grosse expérience de film que je fais, je sors du film, je double, c'était un film, je me rappelle plus ce que c'était, mais je double le film, et le directeur artistique me dit: si j'avais vu que t'avais un cul pareil, t'aurais bossé plus vite, ma chérie. Et c'était donc ce mec où il fallait avoir un peu de répartie parce qu'il était marrant, et qu'en fait tout le monde se disait: allez, non mais lui au moins il est cash, c'est bon, quoi. Et en fait je lui réponds parce que j'ai un peu de répartie. Mais en réalité, je suis tremblante, et je sors, et donc je fais 2 heures de cata après. C'est-à-dire que je n'arrive plus à doubler, c'est mon premier film, il s'en va presque pendant que je suis en train de doubler, il passe des coups de téléphone, enfin je suis pas bien, quoi. Je suis hyper fragilisée, et je sors du studio, et j'appelle ma mère en disant: mais je peux pas faire ça, maman. Je lui dis: je pourrais jamais faire ça. Parce que ce qui est dramatique pour moi, c'est que c'est un métier que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Je pourrais passer des heures en studio. Je trouve ça incroyable de prêter sa voix à un film. J'adore les ambiances, j'adore, mais je peux plus le faire. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire non, et que ça me plaisait pas, j'ai plus jamais travaillé. Et je travaille pas aujourd'hui. Et je travaille plus du tout en doublage. Incroyable. Et plus personne me fera travailler en doublage, je pense. Vraiment. C'est obligé. Sauf s'il y a un MeToo doublage je ne sais pas encore comment ça n'est pas arrivé. C'est terrifiant là ce que vous racontez. J'avais même jamais pris conscience du contexte déjà matériel, quoi, d'être dans une salle, effectivement. Et c'est tellement un métier de confort, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à percer dans ces métiers-là, on gagne très bien sa vie, et on a un métier de confort, et c'est vraiment génial parce qu'on fait ce qu'on aime, et qu'on gagne bien sa vie, et qu'on est dans l'ombre, et qu'on arrive à préserver aussi sa notoriété, tout ça. Et on peut continuer à faire des projets de théâtre, parce que souvent, c'est des grands acteurs de théâtre, c'est des grands comédiens les comédiens de doublage, en fait, c'est des comédiens, quoi. Donc voilà, c'est super, mais du coup, quand on est dans ces métiers-là et qu'on arrive à se faire une place, on la lâche pas, donc on accepte des choses. Et aussi, il faut dire une chose, c'est que souvent, pendant longtemps, les séries, c'était où moi, les nanas que j'ai fait en doublage, c'était ou des filles qui arrivaient comme des petits personnages récurrents qui étaient la prostituée Moi, la première scène que j'ai fait en doublage, c'est une femme qui jouit
parce que c'était dans un épisode d'un espèce de truc de western. Il y a une scène d'amour, c'est une prostituée, elle se fait prendre par je sais pas combien de mecs, moi je joue la jouissance, c'est quand même un métier quoi. Et en fait, ça va qu'on sait faire, mais en fait, je me retrouve quand même face à 10 gars dans un studio, c'est pas du tout confort, il y a aucune disposition qui est prise en disant bon vas-y, peut-être qu'on va aller boire un café, tiens ce serait marrant quoi. Ça commence à arriver aussi aujourd'hui sur les plateaux de cinéma, mais c'est le premier truc que je fais, et en fait je ne fais que ça, des drogués, des prostituées, des femmes afro-américaines, parce que j'ai une voix grave, donc il y a peu de femmes afro-américaines en fait, qui font des voix de femmes afro-américaines, et donc en fait il y a beaucoup de petits personnages qui meurent très vite, qui sont insignifiants, et puis les grands personnages à l'époque c'est The Mentalist, c'est des séries de cow-boys, c'est des séries de flics où il n'y a que des mecs, et la meuf c'est toujours celle qui est là, c'est la victime, et donc qui celle qui est là tuer, ou celle qui assiste le mentaliste, bah ouais, c'est une comédienne de doublage, mais je peux vous dire qu'elle va accepter beaucoup de choses pour pas lâcher son rôle en fait, parce que c'est de l'argent, parce qu'elle doit vivre et parce qu'elle fait sa vie quoi. Donc c'est fou, on est 20 000 filles sur des plateaux, on toque le matin, on est 10. Il y a rien pour nous dans les textes. Et d'un coup, il y a Girls. Il y a HBO, il y a Girls, il y a 15 plateaux, il y a 15 meufs, il y a que des meufs. Ils font oh, ouais, maintenant il y a que des meufs. C'est une meuf qui dirige le plateau. Enfin voilà, d'un coup, il commence à y avoir des endroits comme ça. Et là, ça commence à. Mais donc en fait, on est exactement en doublage lié aux mêmes problématiques qu'il y a dans le cinéma. C'est-à-dire, moins il y a de femmes dans les films. Peut-être avec moins de moyens pour dénoncer ce qui s'y passe, pour réguler les choses. Tout le monde s'en fout. Hein. Bah oui, tout le monde s'en fout. Ce dont on parle, c'est une microbulle et tout le monde s'en fout bien. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de MeToo, même si je pense qu'ils ont un peu peur, certains. Je pense que c'est sûr, ils ont peur. Mais il n'y a pas de MeToo. Et je ne travaille pas, vraiment. Donc. En tout cas, merci pour le courage de dire ça. Non, mais vraiment, c'est super. Bravo. Avec plaisir. Le doublage, pire ou moins pire que la télévision? Laura Felpin. Moi, j'ai un super bon souvenir télé. On m'a fait dire, on a beaucoup déformé mes propos par rapport à la télé. Alors, je rappelle juste pour les auditoristes que vous avez été chroniqueuse à Quotidien, donc vraiment l'émission télé la plus regardée de France pendant un peu plus d'un an, 2019-2020. Oui. Et que vous étiez super drôle, vous incarniez vos personnages, c'était un petit peu la suite de ce que vous faisiez sur Instagram. Ouais. Et voilà, et vous êtes barré au bout d'un an. Ouais. Moi j'adore, c'est ce que j'ai fait après avoir été chroniqueuse de Grand Journal. Au bout d'un an j'ai fait alors donc non, alors, ça ne va pas être possible en fait. Donc voilà, je vous ai toujours considérée comme une sœur de ce côté-là, d'avoir fait le même move, parce que ça peut être aussi vachement violent la télé, notamment sur le cyberharcèlement, parce que évidemment passer à la télévision quand on est une femme, ça veut dire donc se faire insulter H24 sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu une super expérience dans l'équipe de Quotidien, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup ce qu'on a voulu me faire dire aussi. Ah oui, alors évidemment. Pas vous, mais je veux dire, c'est beaucoup ce qu'on a transformé. Et c'est marrant parce que c'est encore une fois un truc où c'est un peu la peste, c'est un peu la polémique, c'est un peu elle balance, voilà. On m'a fait la même. Un peu l'hystéro, quoi. Alors qu'en fait, moi, j'ai rencontré Laurent Bon. 2 jours après, j'étais en télé. Ce mec lisait à moitié mes textes tellement il me faisait confiance. Il était mort de rire à mes répètes. J'ai jamais eu une seule problématique de on dit pas ça, vraiment. Meilleure équipe, meilleur producteur truc. de Quotidien à Laurent Bon, Exactement, Yann, moi j'ai eu mes meilleurs alliés en fait sur le plateau. Je les faisais rire, on se faisait rire. Moi je suis partie parce qu'artistiquement ça me plaisait plus ce que je faisais, quoi. C'est-à-dire que je me disais en fait, ça s'était tellement bien passé la première année que Laurent Bon me propose, au lieu de venir 1 fois par semaine, de venir 4 fois par semaine. Et je me dis je vais le faire. Et en fait, c'est un rendement de travail qui est trop dur pour moi. Je me rends compte que c'est plus ce que j'ai envie d'écrire moi, que j'y arrive pas. Et donc, je m'en vais parce que je me rends compte que ce que je fais n'est plus de la qualité que j'espère moi, quoi. Et je suis super accompagnée. À cette époque-là, Laurent me dit, tu sais, nous, on sera toujours là pour faire ta promo. Il n'y a pas de tu quittes l'émission, on te parle plus, on va plus jamais te voir, quoi. C'est vraiment, je suis accompagnée dans le fait de partir. Ils font pas de bruit, ils communiquent pas dessus, donc on laisse un petit peu le truc comme ça en suspens. Tout va très bien. Et en fait, ce qui était le plus dur pour moi, c'était d'être exposée effectivement au cyberharcèlement. Ça, c'était le premier jour où j'ai fait une chronique dans Quotidien. Je me suis rappelé que j'avais ouvert un compte Twitter des années auparavant que je n'avais jamais nourri, parce que d'un coup, je reçois plein de notifications et je me rappelle avoir dit à Yann « Ah, trop bizarre, on m'a mentionné sur Twitter. » Et Yann me dit « Alors, écoute-moi, tu vas supprimer ton compte Twitter. » Et en fait, c'est le meilleur move que j'ai fait, parce que c'était horrible. Et encore aujourd'hui, si vous allez sur Twitter et vous tapez Laura Felpin, il y a des gens qui parle encore de moi au Quotidien. Je n'y suis plus depuis 3 ans, là. C'est fini. C'est fou, quoi.
Et j'ai encore un peu pas mal de fachos parfois, puisque c'est donc une émission de gaucho pour eux sur Insta ou des trucs comme ça. Mais ça s'est vraiment calmé. Mais la télé, ça vous fragilise beaucoup aussi parce que d'un coup, comme vous êtes en télé, alors tout le monde se dit bah écoute, puisque tu fais ça, tu l'as bien mérité, on va te dire tout ce qu'on pense, y compris dans la rue quand tu vas acheter ton pain, quoi. Et en fait, c'est pas méchant de dire à quelqu'un j'ai adoré ton sketch hier ou j'aime pas ce perso ou j'adore celui-là, mais not my opinion en fait, not my job de faire le service après-vente. Tu peux zapper, c'est compliqué quoi de devoir se justifier. Donc la télé apporte ça. Mais bon, elle m'a aussi apporté beaucoup de visibilité et beaucoup de travail. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est compliqué pour les gens de réaliser en fait ce que ça peut signifier en termes de santé mentale. Les gens se rendent pas d'avoir compte. Des centaines de gens qui donnent son avis sur même des choses assez violentes aussi sur le physique, sur comment on est habillé. Franchement, ça va que je m'étais déjà vue en par 4 par 3, que je m'étais déjà vue physiquement, que j'ai pas trop de problèmes avec ça parce que depuis petite, voilà, les trucs sur tu bigles, tu louches, machin, j'étais un peu habituée, donc je suis ok avec moi aujourd'hui et je suis ok avec la fille que je suis. Je me trouve bien plus puissante sur plein d'autres trucs, donc je m'en fous un peu en fait. Et le truc, c'est que ça en télé, c'était pas le plus dur, c'était aussi on joue devant on joue devant des gens qu'on adore, parfois qu'il faut déconstruire. Parfois on joue devant des gens où on est super fan, on est hyper intimidé, c'est super difficile, on est en direct, enfin on a peur de tout quoi. Puis c'est vraiment mais en même temps ça m'a formé quoi, c'est-à-dire que ça m'a vraiment aidé aussi à prendre des risques après derrière parce que c'était un gros plongeon dans le vide quoi ce truc là. Mais quand j'y pense, j'ai des super souvenirs de cette époque, plus que des mauvais souvenirs. Je pense que je suis partie quand il fallait, quoi. Ouais. Mais ça, partir, c'était énorme. Et c'était courageux, ouais. Franchement, ouais. Parce que je me rappelle très bien, j'ai pris cette décision avec mon co-auteur. J'allais aller le soir jouer et j'ai dit, en fait, j'y arrive plus. Et je vais pas y arriver. Et il m'a dit, comment ça ? J'ai dit, je crois qu'on arrête. Et il m'a dit, ah ouais ? J'ai dit, ah ouais. Mais j'ai appelé Laurent. Je lui ai dit, je peux pas venir ce soir. Et franchement, quel bon producteur. Je veux dire, il est en télé, on est en direct dans 2 heures. Il m'a dit, ouais, tu restes chez toi et on en reparle lundi, quoi. Et je pouvais plus. J'arrivais plus, je me sentais trop fragilisée, je sentais qu'il fallait que j'écrive d'autres choses, je sentais qu'artistiquement, il fallait que je m'épanouisse ailleurs, et donc je suis partie, mais c'était un move à ma famille, c'était horrible, quoi. Ouais. C'est comme si tu travailles 10 ans pour passer le barreau, et le jour du barreau, tu fais, oh, finalement, ouais. je vais faire ouais, mais c'est marrant, comme pour les gens, la télévision, c'est toujours... le Graal. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, moi, quand j'ai eu ma chronique au Grand Journal, les gens, ils disaient genre, waouh! Genre, pardon, j'avais fait des trucs assez cool, en fait, avant, quand j'avais été rédac chef d'un magazine et tout. Il y avait des choses. Je pense que c'est la visibilité qui fait beaucoup ça. Mais la télé, c'est genre tu vas dire un truc parler 1 minute, dire des trucs un peu cons à la télé, c'est le Graal en fait. Ouais. C'est fou quand même. C'est fou. Ouais. Et le move suivant pour vous, ça a été la scène, 100% la scène. Ouais. Et je me suis demandé si cette volonté d'aller se confronter aux gens de la vraie vie, parce que la scène, c'est aussi des vrais corps, quoi. C'est des gens que vous entendez dans la salle respirer, tousser, rire. Est-ce que c'était pas aussi une façon de venir réparer la virtualité de l'écran interposé ? Oui, c'était une des façons de le faire. Et puis, je pense, alors c'est assez inconscient parce que je l'ai pas fait. C'est sûr que j'avais ce besoin de voir les gens, mais parce que... je pense que c'est profondément ma plus belle rencontre, en fait. C'est vraiment les gens sur scène, ils se rendent pas compte. Les gens se rendent pas du tout compte. Autant les gens se rendent pas compte, on peut les critiquer en disant, ils se rendent pas compte que c'est émotionnellement la télé et tout. Mais vraiment, je voudrais vraiment leur dire, s'il y en a qui m'écoutent ici, qui sont venus me voir, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font en salle avec nous, en fait. C'est incroyable. Ils nous modifient tout le temps. Il y en a, on les trouve silencieux. En fait, c'est encore une fois Alex Lutz qui m'avait dit cette phrase en disant, c'est jamais leur faute. Et quand on arrive avec une bienveillance, moi je me mets toujours devant le rideau avant que ça commence pour entendre les gens. Et je sais plus ou moins comment, quand les gens parlent, ils vont être. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent très fort et je me dis, ah ouais, super, ils sont dissipés. Il y a ceux qui sont très calmes. Il y a ceux qui sont... Enfin, et c'est une multitude d'énergie. Le rideau s'ouvre. Moi, je vois quand même les 2-3 premiers rangs, donc j'ai quand même accès à une bonne 50aine de personnes, avec ceux qui baillent, ceux qui rigolent, ceux qui sont bizarres, ceux qui ont été traînés par leurs femmes, les bonhommes traînés par leurs femmes. Ça aussi, c'est une vraie obsession. C'est là aussi je me suis rendu compte de l'obsession des hommes. C'est fou quand même. J'ai des hommes au premier rang qui sont traînés par leurs gonzesses, et je n'ai qu'une obsession, les faire rire. Mais je me dis, mais à un moment, faut arrêter. L'objectif, c'est d'aller faire rire le gars là. Je me dis, je vais le faire rire, lui. Ouais.
Je les ai sur des vannes très faciles, hein. Mais en vrai, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Que je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Il est là, il a été traîné. Bon, à un moment donné, il va ranger son frein. Je vais pas. Mais donc c'est fou ce truc-là. Ouais, mais il y a un côté un peu sportif, un côté un peu côté challenge. Un peu sportif, un peu c'est plus facile d'aller faire rire la fille qui est fan, qui c'est vous suit sur Insta depuis 5 ans, qui vous adore. Bon, c'est facile, quoi. Mais en tout cas, les gens font le spectacle avec nous. Le spectacle, c'est vraiment une aventure commune, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour l'artiste quand ça s'arrête, parce que les gens, bon, ils vont manger. Puis en plus, moi, comme j'aime bien jouer tôt, en général, derrière, je suis taguée dans une story, puis derrière, je suis taguée, il y a une planche charcuterie, des gens qui sont allés bouffer des sushis, et donc ça me remet aussi un peu ma place. C'est génial, je suis un moment, et puis après, c'est fini. Sauf que moi, je suis avec moi, et j'ai envie de leur dire, vous avez pas vu, on a fait un truc de fou, non, c'était un truc de fou. Et donc, mais ça, c'est un peu le down d'après-scène. Mais en vrai, c'est super chouette de rencontrer les gens. Enfin, moi, je suis hyper contente d'être avec les gens, quoi. Je me sens pas du tout seule en scène, pas du tout. Ouais, alors que pourtant c'est un seul en scène. Ouais. Enfin, cela dit, non, pas vraiment, parce qu'il y a votre co-auteur, Cédric Salone. Salin, pardon. Salone, Cédric, si vous nous écoutez, qui partage un peu la scène avec vous. D'ailleurs, je trouve ça, c'est aussi un peu surprenant. Ouais. C'est un espèce de personnage semi-accidentel. Alors, il y a des moments, il passe sur le plateau, on a l'impression que c'est pour de faux, en fait. C'est vrai. C'est écrit. Ouais. Et pourquoi cette volonté de le mettre en avant, ce co-auteur ? Parce que déjà, moi, il est co-auteur, il est surtout co-acteur, parce que quand je l'ai rencontré, c'est avec lui que j'ai commencé à jouer. Et parce que déjà parce que moi je l'aime trop et que j'ai envie que tout le monde le voit tout le temps. Donc j'ai envie de C'est-à-dire qu'il est vraiment très drôle. Hein. Il est vraiment très très drôle. Puis dans la vie, il est vraiment très très drôle. Et c'est marrant, vous venez de dire, c'est un peu comme une sorte d'accident, et c'est un peu la définition de Cédric, quoi. C'est-à-dire il est toujours un peu là par accident, il fait toujours un peu les trucs par accident. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même pas trop mal à chaque fois. Donc j'imagine le jour où il va arrêter de les faire sans que ce soit un accident. Okay. Et c'est exactement pour ça que je le mets sur scène aussi, parce que j'ai envie qu'il y arrive, et je pense que ça va arriver bientôt. Donc je suis hyper contente. Trop bien. Il avait besoin d'y être un peu sans trop y être, et moi j'avais besoin qu'il soit là, et aujourd'hui s'il n'était pas en tournée avec moi ou s'il n'était pas avec moi dans le spectacle, ce serait pas du tout la même chose. Une femme qui devient le mentor d'un mec, c'est aussi un move assez féministe, je trouve. Exactement. C'est pas mal. En voyant vos personnages, il y a Laetitia Goulard, l'influenceuse de PowerPoint, Vanessa Poto, la vendeuse Sephora, Christine, la petite dame du train, qui sait pas utiliser les emojis sur WhatsApp. Enfin, moi, c'est ma préf. Ça, je pense qu'on a tous vu notre mère, notre tante dans ce personnage qui est très touchant. Je me suis dit, en fait, c'est intéressant parce que plus il y a de femmes qui vont incarner des personnages de femmes sur scène dans ce genre de spectacle, plus on va sortir du cliché, en fait, du stéréotype sur les femmes. Ouais. Peut-être qu'il y a 20 ans, il y avait genre deux possibilités, genre la bimbo ou la châtelaine bourgeoise, et qu'aujourd'hui, maintenant, en fait, il y a une espèce de variété. Vous avez, en fait, vous venez enrichir l'imaginaire sur ce que ça peut vouloir dire d'être une femme, avec tous ces personnages que vous venez incarner. C'est sympa de me dire ça. Non, mais c'est vrai, je pense que ça se fait de façon aussi mécanique. Plus il y aura d'incarnation de personnages, plus il y aura de variété et de complexité, quoi. Et j'avais vraiment la volonté, en tout cas, de pas genrer non plus... alors bien sûr, quand c'est des femmes, ça se voit très clairement. Je pense les femmes que moi je joue, c'est des femmes de ma vie, donc je les connais. Mais il y avait aussi cette volonté. Moi, je voulais sur scène être presque pas une femme, presque pas un homme, quoi. Qu'on me foute la paix avec ça, et que si d'un coup j'ai envie de faire... Par exemple, j'ai un prof de canyoning, moi je sais toujours pas si c'est un homme ou si c'est une femme, en fait. C'est vrai, ouais. Et j'arrive pas à le dire. Et souvent je dis, oui, tu sais, quand elle fait ça, puis mon metteur en scène me dit, ah, donc c'est une femme. Je dis, allez, on s'en fout. Et en fait, on s'en fout un peu. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi être habillée en noir, pas beaucoup montrer mes formes sur scène, être vraiment dans un truc de, on ne sait pas trop, c'est un peu un corps flottant, c'est un peu une masse flottante comme ça, là, qui s'excite. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. Et donc, oui, il y a ce truc de pas avoir envie de genrer. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé comme ça. Mais en tout cas, sur scène, je crois que j'ai la volonté de ne pas vouloir faire en sorte que ce soit ou trop une femme ou trop un homme, quoi. Par exemple, quand je fais la petite dame du train, quand on va des textos, il y a beaucoup de mon grand-père aussi. Parce que parfois, selon certaines soirées, elle dérive un peu, elle devient un peu plus... Elle est un peu plus réac, un peu plus relou et tout. Souvent, quand le public m'énerve, ou quand moi je me sens pas bien avec le public, je sais pas pourquoi, d'un coup, ce petit personnage mignon, des fois, commence à un peu être relou et tout. Et je me rends compte que d'un coup, c'est mon grand-père.
Et donc, il y a un mélange de tout ça, quoi. C'est pas ou un homme ou une femme, quoi. Ouais, mais il y a aussi une complexité. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire c'est pas non plus une caricature de boumeuse, quoi. Elle a une histoire, elle a un vécu, elle est un peu cul d'un seul coup. Commence à penser à son expérience sexuelle. Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'elle a une sexualité en fait, cette femme qui sait pas utiliser son smartphone. Ouais. Tout comme la vendeuse Sephora, vous la sortez d'un cliché aussi, quoi. Ouais. Elle a une complexité, elle a une intelligence politique. Enfin, je trouve que c'est. Je l'ai retravaillé d'ailleurs, elle, un peu pour ça, parce que je trouve que là, ça devenait un peu, quand on joue beaucoup les choses, au bout d'un moment, ça peut être un peu facile sur certains points. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui me touche, en fait, c'est que j'ai pas du tout envie de faire des personnages pour lesquels j'ai un peu de mépris ou pour lesquels je suis un peu à distance. Par exemple, je fais pas trop de bourgeoises parce que je sais pas les faire et parce que pour l'instant, je les aime pas comme j'aimerais les aimer. Enfin, en tout cas, celles que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, j'en ai fait un comme ça après avoir passé plusieurs moments avec des gens très très riches qui avaient des gens au service de leur vie dans les maisons et tout. Puis moi-même, en étant jeune fille au père et en travaillant moi-même avec une femme qui faisait le ménage à côté de moi pendant que moi j'étais jeune fille au père, le rapport de la familiarité qui n'en est pas vraiment une des riches, parce que ce qu'on voit dans Chanson douce en fait, de Leila Slimani, tout ça qui est un truc un peu indicible et tout. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur Instagram où je fais une riche comme ça qui parle de sa femme de ménage et ma grand-mère parle beaucoup de sa femme de ménage comme ça, et j'y ai trouvé un peu de tendresse parce que ça me rappelait ma grand-mère, mais de loin je peux pas faire ce personnage sur scène parce qu'elle m'énerve, quoi. La plupart du temps elle m'énerve, donc j'essaie d'avoir des personnages que je trouve avec un peu de fond et en tout cas touchants, et c'est pour ça que effectivement la vendeuse Sephora, moi je l'adore, et en fait c'est un peu moi aussi, hein. Moi je viens de Mulhouse et franchement il y a 10 ans je parlais comme ça, donc et c'est dès que je suis, enfin vraiment je suis, il y a un truc de je l'aime profondément, et même si elle a l'air un peu caricaturale à des endroits, elle l'est pas du tout, franchement. Ça, j'en suis sûre certaine. Il y a pas très longtemps, j'étais encore chez Sephora et je vous jure que elle a une profondeur indéniable. Ouais, et puis il y a un truc et une rébellion quelque part aussi, une espèce de conscience sur son propre statut. Enfin, elle est intéressante. De ouf, je l'adore. Merci. Alors, je voudrais qu'on parle de ce moment d'anthologie totale que vous avez vécu. Vous étiez sur la scène des Césars. Au César 2020, qui était donc la maîtresse de cérémonie, c'était Florence Foresti, et c'est donc la fameuse soirée où on a remis le César à Polanski, où Adèle Haenel s'est levée, s'est cassée, enfin vraiment moment mythique. Quel souvenir vous gardez de cette soirée où vous avez incarné d'ailleurs une coach sportive qui pouvait d'ailleurs être pas très genrée, j'étais vraiment des deux là. Ça vous a marqué? Bah moi je suis comédienne, je suis là pour défendre mon truc et je me concentre sur mon jeu. Je me dis tout ce qui compte c'est que je joue et que parce que c'est tellement fragilisant de jouer devant tout le cinéma français. C'est tellement dur, c'est une scène qui est trop dure. Et puis il y a une chose qu'on raconte pas beaucoup, c'est que en fait sur donc je sais plus dans quelle salle c'est, je crois que c'est Playel. Je ne sais plus. Je crois que c'était à la salle Playel. Ouais. Il n'y a pas de coulisses. Donc en fait, il y a pas de bord coulisses. Donc normalement, on peut prendre le temps d'attendre sur les côtés, de se préparer. En fait, c'est pas le cas à la salle Playel. En tout cas, on est tout de suite sur scène quasiment. Donc en fait, moi, je n'ai pas le temps de m'imprégner trop de la situation et tout. À un moment donné, on vient me chercher en loge, on me descend. Donc toute la journée, c'est un espèce de grand bruit, il y a des mouvements partout. Moi, je suis là, dans ma loge, j'attends que ça se passe. Et puis, vers le coup des 17-18 heures, je vais me chercher un sandwich et je vois qu'il y a des manifestations devant. Et là, je me dis, oh là là, mais moi, je rentre dedans, elles sont dehors. Où est-ce que je suis? Et pourtant, je suis avec vous, mais en même temps, je suis de ce côté-là. Mais en même temps, est-ce que je peux y aller? Enfin, je suis dans un truc, encore aujourd'hui, très schizophrénique sur plein de sujets et tout, mais je sais pas quoi dire, quoi faire. Donc, je re-rentre... je vais aller sur scène. En montant sur scène, je vois Florence, on m'amène sur scène. Et en fait, c'est un régisseur qui m'amène sur scène. Et sur scène, Florence, elle a un mini endroit. Elle n'a même pas le temps de respirer. Elle a un mini endroit où elle rentre entre ses intersketchs. Et où elle, déjà, c'est dur pour elle. Je la vois, elle me voit et elle me dit... Putain, j'arrive pas à les avoir. Il me les faut, quoi. Et donc, elle sent, elle s'accroche, elle s'accroche. Elle se bat, quoi, avec son auteur, elle y va, elle y retourne à chaque fois aux intersketchs, elle se change, tac, 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 c'est une armada de trucs, elle revient sur scène et tout. Moi, je vais rentrer sur scène, je sens que le régisseur qui est censé m'ouvrir les rideaux m'ouvre pas les rideaux.
Et donc je me dis, je vais devoir y aller toute seule. Donc en fait, d'un coup, tout devient self-made. En fait, je me dis, ok, je sais quand c'est son top, j'ouvre, j'arrive sur scène, je fais mon truc. Aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, évidemment, ça va trop vite, évidemment, j'ai pas le temps de laisser vivre le truc, mais en fait, je suis trop forte. Franchement, je me dis vraiment ça. Non, mais vraiment, je me dis, c'est bon, je suis devant les pires moods de la planète. Père, tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui ont envie de se lever, il y a des gens qui ont envie de s'asseoir, c'est terrible. Donc en fait, je fais mon truc et moi, je vis le plus beau moment de ma vie avec Florence. C'est-à-dire que je lance le truc, les nommés s'affichent, le magnéto se lance, elle me serre dans ses bras et elle me dit toi, quoi qu'il arrive, tu seras toujours gagnante. Elle me dit ça. Elle me serre dans ses bras et j'ai la validation de mon mentor, quoi. Enfin, de la meuf que j'aime le plus au monde, qui en plus s'avère être une super meuf, parce qu'à l'époque, je la connais pas encore bien. Et notre amitié a commencé là, en fait. Et du coup, après, bien sûr, on prie pour qu'on remette pas le prix du meilleur son pour Polanski. Ouais. On prie au prix pour que ce soit un autre film. Heureusement, c'est le Chant du Loup à l'époque, mais on prie pour ça. Et après, c'est dur parce que il faut faire la fin de la soirée, il faut revenir en salle. Moi, je reviens en salle. Bon, déjà, la nana qui me place, elle me reconnaît pas, donc elle pense que je suis une relou. Je lui dis non, mais j'étais sur scène il y a 10 minutes. Donc, elle me place à côté d'un monsieur, je sais plus qui c'est ce monsieur, je sais plus qui c'est ce monsieur, qui lui est très très pro Polanski. Donc, à chaque fois qu'on parle de Polanski, il tape très très fort des mains, il crie très très fort. Et moi, je suis filmée à côté de lui, donc je me dis oh là là, mais quel enfer sur terre. Et tout est une cata, quoi. La soirée s'arrête, tout est une cata. Florence pleure, on passe pas, elle va pas au Fouquet, elle va directement en soirée, voilà. Franchement, je pense que tout le monde avait besoin d'oublier, tout le monde est parti se bourrer la gueule. Et après, c'était le Covid. Et après, c'était la merde, voilà. La dernière soirée avant le Covid. Ouais, après, bon, voilà, les horreurs dites par des gars comme Hanouna sur les salaires, les trucs qui sont plus du tout le propos, qui sortent complètement le... Voilà, et puis quand même, le courage de Flo qui ose faire des blagues et surtout qui parle tout de suite de l'éléphant qui a dans la pièce. Incroyable, elle a été incroyable. Et ça, vraiment, je comprends pas... Enfin, c'est tellement dur. C'était très, très violent pour elle. Ouais. C'était super dur pour elle, je pense. Ouais. Et ça a fait bouger les choses pour vous en termes de féminisme, en termes de besoin de revendiquer J'ai beaucoup questionné, du coup, je me demandais si il fallait que je m'explique. J'en avais parlé à une copine féministe à l'époque en lui demandant est-ce que tu crois qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai accepté de faire la soirée, etc. Puis elle m'a dit non, en fait, tu travailles et t'es une fille et tu travailles, c'est déjà assez rare de voir une meuf sur scène, donc en fait non. Et oui, ça m'a questionnée, notamment parce que moi après, donc il y a eu Adèle Haenel. Je sais pas si Adèle a parlé de Christophe Rougier après. Je crois que c'est après dans Mediapart. Non, c'était avant. C'était avant. C'était bien avant. Ah oui, c'était avant les Césars. C'était bien avant. Et moi j'avais eu toute cette réflexion sur comment on parle des hommes aujourd'hui dans la société, des agresseurs notamment, parce que j'avais lu un livre de Gabrielle Talent qui s'appelait My Beautiful Darling. Et dans ce livre-là, c'est une fille qui parle du rapport qu'elle a avec son père et on comprend de manière très poétique, notamment quand elle décrit le plafond, qu'en fait son père la viole. Dès qu'elle décrit les moulures du plafond, on comprend ce qui est en train de se passer. Et ce père-là est assez fantastique, il est assez génial dans le livre. Et moi, je referme le livre en me disant, c'est horrible en fait, parce qu'il la viole, il l'abuse, elle l'aime quand même, ça reste son père, bon, ça finit pas très bien, mais comment je fais, moi ? Parce qu'en fait, là, le gars, je l'aime bien, quoi. Et je vois une interview à la Grande Librairie de Gabrielle Talent qui dit, mais en fait, moi, je veux pas en faire un monstre, parce que les monstres, on les met hors société, alors qu'en fait, c'est nos pères, c'est nos cousins, c'est nos frères, et qu'il est temps qu'on les regarde, et qu'on s'en occupe, en fait, quoi. Et que tant que ce sera des monstres, en fait, on s'en occupera pas. Ce sera juste des gens à part, un peu fous. Et donc, je me suis longtemps renseignée sur la pédophilie, sur des choses comme ça, en me disant, mais alors, du coup, comment on traite le projet et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je suis arrivée dans le féminisme, en me disant, comment on inclut les hommes avec nous, comment on parle à nos frères, moi j'ai un frère de 20 ans, comment lui dire fais gaffe, le porno c'est ça, puis en fait t'es pas à l'abri d'agresser une meuf sans savoir que tu vas l'agresser parce que toi t'es pas assez conscient de ce qui se passe pour elle, pose la question, tout ça c'est des vrais questionnements, et donc c'est par là que je suis arrivée, quoi. Wow. Et c'est Adèle qui a ouvert la voie pour ça. Moi ça m'a... Elle a dit dans son interview, les violeurs ne sont pas des monstres, et c'était fondamental de c'était le dire. fou ce qu'elle a fait. C'était tellement courageux qu'on côtoie au quotidien. Ouais, vraiment. Merci pour ça. Laura Felpin, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Ouais, là j'ai une super grande chambre, là. J'ai 100 mètres carrés pour moi toute seule, je suis peinarde. Yes, bravo. Non, là je suis bien.
Franchement, là, j'ai de l'argent et je suis seule. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Magnifique. Alors, j'ai du mal à naviguer dans ma solitude quand même, parce que c'est quand même pas facile, surtout quand on a été très 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 longtemps en couple. C'est plus des questions d'habitude, c'est plus que quand on a été chez sa maman et qu'on entend la machine à laver, qu'on a besoin d'entendre des bruits. Donc en ce moment, je vis dans le bruit, vraiment. J'ai accepté qu'il me fallait la poudre, j'écoute tous les podcasts, je fais 1500 trucs, je fais l'aspirateur. Vraiment, il y a du bruit tout le temps chez moi. Mais c'est trop stylé. J'ai une méga chambre à moi. Il va juste falloir que je sache comment m'y installer, mais j'ai une méga chambre à moi, là, ouais. Peut-être qu'il faut ça, cet espace-là, pour entreprendre ce que vous êtes en train d'entreprendre avec votre famille. Et, exactement. Peut-être pas mal, peut-être quoi. qu'il fallait un 100 mètres carrés. Un petit 100 mètres carrés, non, et puis surtout personne pour vous emmerder, parce que c'est des choses qui sont... qui occupent beaucoup d'espace à l'intérieur, quoi. Exactement. Donc là, c'est cool, c'est trop bien. Et franchement, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier, de pouvoir me loger comme ça, parce que les logements à Paris, c'est quand même vraiment, sans vouloir faire genre, c'est un thème un peu relou et tout, mais c'est vraiment une galère, quoi. Ah bah oui. C'est vraiment horrible, quoi. Ouais. Donc je suis méga, méga heureuse et je vis dans l'appart d'ailleurs de Vincent de Dienne. Donc si Vincent, si tu entends ce podcast, merci. Sérieux, c'est ça, incroyable. C'est incroyable dans cette info. C'est grâce à lui que je vis dans ce 100 mètres carrés. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Ah, j'ai pas pensé à cette question alors que je suis méga fan, mais je suis folle, j'ai même pas préparé cette réponse. J'adore, c'est mieux si elle est spontanée. Ah. Ouais, la poudre, pour moi, c'est vrai qu'il y a cette idée de traîner quand même, de laisser... Et en même temps, il y a cette... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais pour moi, quelque chose de poudré, c'est presque comme quelque chose d'un peu... Je vais parler comme si c'était du vin, mais d'un peu rond, d'un peu safe, d'un peu cosy, quoi. C'est vraiment un dimanche, quoi, sous un plaid. À regarder Meghan et Harry sur Netflix. Ah, j'adore. Vraiment, c'est j'adore ça, cette reco aussi. Ouais, big up à Meghan, d'ailleurs, si tu nous entends. Peu de chance, mais... Merci infiniment, Laura. Merci, Lorraine. Merci beaucoup. Merci à Laura Felpin d'être venue faire parler la poudre avec moi. Tu l'as vu, Meghan et Harry ? Mais évidemment, je te l'ai bingé, mais genre... Mais quelle horreur, meuf. Comment elle peut être encore vivante, cette meuf ? Meghan, elle est trop forte. Elle est incroyable. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, chez Nova Spot, Robin Héon. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.